La déclaration de la nuit, elle est citée du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La rencontre, et je le cite, entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un aura lieu dans les prochains jours, y compris en tête-à-tête, ainsi qu'un dîner officiel en l'honneur de Kim Jong-un. Aucune conférence de presse n'est prévue pour le moment. Propos de M. Peskov, relayés par l'agence de presse officielle russe TASS. Nous allons évidemment revenir dans les minutes qui viennent sur ce partenariat potentiel entre les deux pays. Ce qui est sûr, c'est qu'il est bien parti de Corée du Nord, Kim Jong-un. Oui, exactement. Il est parti dimanche après-midi. C'est l'agence de presse nord-coréenne qui a annoncé cette nuit. Donc, il était parti dimanche après-midi. Et on va voir cette photo. Donc, Kim Jong-un qui fait coucou depuis son train blindé avant de quitter Pyongyang. Il fait coucou et les militaires nord-coréens derrière lui également. Et puis nous avons les images du coup parvenues il y a quelques instants de ce train qui a donc bien franchi la frontière russe. Cela est confirmé. Bon, c'est évidemment tout sauf anecdotique, ce qui explique que nous en parlions ce matin, François. La semaine dernière, nous avions alerté sur la possibilité de ce voyage. Désormais, c'est concret et c'est même en mouvement sous nos yeux. Oui, et la grande question, c'est de quoi sera composée cette sorte d'échange entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Quand vous regardez ce qu'est la Russie aujourd'hui et la Corée du Nord, je veux dire, c'est quand même l'alliance d'un ex-Goliath d'un côté et d'un tout petit David de l'autre. Le rapport est extrêmement déséquilibré. Quand on regarde ce qu'est la Corée du Nord, le 138e PIB mondial, c'est un petit pays qui est entre Madagascar et la Moldavie, si vous voulez. Mais il a des armes, beaucoup, énormément, trop, disent les Nations Unies. Il a l'arme nucléaire désormais, c'est-à-dire qu'il la teste et il a suffisamment d'ogives nucléaires, en tout cas pour faire peur à ses voisins. Et c'est avec ce partenaire-là que Vladimir Poutine va essayer de dealer pour obtenir des armes pour aller combattre en Ukraine. C'est rien d'autre. Parce qu'il n'y a pas d'autre rapport entre la Russie et la Corée du Nord depuis l'armistice de la guerre de Corée. À l'époque, la Russie avait puissamment aidé la Corée du Nord à vaincre le Sud. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que sans la Corée du Nord, Poutine se retrouve en difficulté sur le front ukrainien. Ce qu'il faut bien rappeler, si vous n'êtes pas familier de la géographie de cette région, ce sont deux voisins. Ce sont des voisins. Ouais. Exactement, entre la Corée du Nord et Vladivostok, eh bien, il n'y a qu'une distance de 150 km, c'est à peu près en Paris-Amiens, et Pyongyang-Vladivostok, c'est 681 km. Et oui, pour qu'on se rende compte. Oui, vous avez bien raison. Je ne suis pas sûr que ça s'effectue aussi facilement, il n'y a pas d'autoroute, typiquement. Si vous voulez faire l'expérience, je la faisais en préparant cette émission, si vous tapez Pyongyang-Vladivostok, on ne trouve pas d'itinéraire. Il n'y a pas d'itinéraire. Ouais. Il n'y a pas d'itinéraire, ça n'existe pas. Internet ne référence pas ça. Non, c'est ça. Oui, je doute d'ailleurs que le train entre la Russie et la Corée du Nord soit aussi rapide que le Paris-Amiens. 60 km/h le train de Kim Jong-un. Il est blindé, donc ce sont des dizaines, peut-être même des centaines de tonnes à traîner. Écoutez, je crois qu'il faut s'habituer à des relations internationales étonnantes. Mais enfin, on est surpris, on ne devrait pas l'être, parce que dans l'histoire du XXe siècle, il y a ce type d'alliance un peu contre nature. Je relisais il n'y a pas très longtemps un ouvrage sur le début de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'avant de signer le pacte Ribbentrop-Molotov, la Russie, l'Union soviétique à l'époque et l'Allemagne nazie ont signé des accords économiques de coopération. Et pendant toute la période du début de la guerre, c'est un peu oublié dans les livres d'histoire, mais il y a des échanges commerciaux de charbon, de sidérurgie. L'Allemagne nazie regardait déjà le pétrole de Bakou, si vous voulez, et Staline a livré pendant très longtemps, c'est étonnant, puisqu'ils se sont fait la guerre ensuite, a livré pendant très longtemps des matières premières qui étaient essentielles. Donc aujourd'hui, il y a une espèce d'alliance de circonstances. C'est un peu l'économie du troc. Ouais. J'ai besoin de blé pour nourrir ma population qui meurt de faim. Je crois que c'est François qui rappelait que la moitié de la population Corée du Nord soit en situation de malnutrition. 40%, oui, 40% à peu de choses près, en situation de malnutrition, mais parfois de malnutrition sévère. Ouais. Donc il y a du blé, les grands champs de blé de la Russie aujourd'hui, et puis de l'autre côté un besoin d'armes, un besoin de soutien logistique dans la guerre. Qui livrerait d'ailleurs, qui serait aujourd'hui susceptible de livrer des armes à la Corée, à la Russie. Alors précisément, ce qui interpelle, c'est que la Russie ait besoin de la Corée du Nord. Oui, exactement. Et selon Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain, c'est même humiliant pour Vladimir Poutine d'avoir à quémander auprès de la Corée du Nord. Écoutez.
Nous allons suivre de très près les résultats de cette réunion. Je rappellerai aux deux pays que tout transfert d'armes de la Corée du Nord vers la Russie constituerait une violation des multiples résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien entendu, nous avons appliqué de manière agressive nos sanctions contre les entités qui financent l'effort de guerre de la Russie. Nous continuerons à appliquer ces sanctions et n'hésiterons pas à en imposer de nouvelles, le cas échéant, à la Corée du Nord. Bon, l'argument, il est quasiment automatique. Hein. François, il vous fait d'ailleurs sourire côté américain, mais est-ce qu'il ne traduit pas vraiment quelque chose? Vous disiez un ancien Goliath contre un tout petit David. Oui, non, mais c'est évident qu'il y a quelque chose d'humiliant pour Poutine, on ne va pas se mentir. Alors, le terme quémander est peut-être un peu trop fort, parce qu'en l'occurrence, il va y avoir un échange. Et la question, justement, qui m'intéresse, c'est de savoir ce que la Russie peut donner à la Corée du Nord en dehors de l'aspect humanitaire, alimentaire. Est-ce que la Corée du Nord, par exemple, va demander un soutien sur le plan de ses chantiers balistiques et spatiaux? Parce que c'est là où vraiment la Corée du Nord a envie de se construire une légitimité. On sait aujourd'hui qu'elle est capable d'envoyer dans l'espace des fusées. On sait qu'elle a envie de devenir un acteur spatial, on sait qu'elle a envie de pouvoir mettre ses ogives nucléaires sur des engins balistiques intercontinentaux. Et la question, c'est que souvent, on le voit à travers ses essais, ça échoue. Alors ça fait très peur, mais en même temps, il n'y a pas encore d'efficacité. Est-ce que les Russes vont rompre leur responsabilité de puissance capable de contribuer à la non-prolifération dans le monde ou pas? Et ça, c'est une question majeure parce que ça revient à dire que vous avez 5 pays aujourd'hui au Conseil permanent de sécurité. Ils ont tous pris la responsabilité de dire non à la prolifération. On fait en sorte que personne d'autre puisse avoir l'arme nucléaire. Et là, c'est pas l'arme nucléaire puisqu'il l'a déjà, hein, Kim Jong-un. Mais c'est les moyens de la moderniser et de pouvoir éventuellement s'en servir. On a montré la semaine dernière les images d'un sous-marin nucléaire, en tout cas, présenté en tant que tel par Pyongyang. Et François, il y a une analyse qui dit que tout ça ne sert qu'à faire un chantage sur Séoul pour que la Corée du Sud ne donne pas d'armes à l'Ukraine. Et que toute cette mise en scène sert avant tout à ça. Est-ce que c'est votre lecture aussi des choses? L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai que lorsque la Corée du Sud a pris la décision de rejoindre le camp occidental et de contribuer au financement, à l'aide et à l'armement de l'Ukraine, évidemment, ça a été très très mal pris à Moscou et il y a eu l'idée effectivement de rétorsion. Mais d'un mot, Jean-Baptiste, il n'est pas certain que l'opinion russe perçoive ce voyage ou cette rencontre comme une humiliation. Ça, c'est un point de vue très occidental, c'est le point de vue qui est le nôtre aujourd'hui. On a vu par exemple ce week-end au G20, qu'il y a quand même une partie de l'opinion mondiale, ou peut-être au moins la moitié de la population du monde en termes de quantité. Je ne dis pas que c'est les citoyens du monde les plus influents, mais au moins la moitié des citoyens du monde qui considèrent les démocraties occidentales comme extrêmement affaiblies, voire perverties. Alors justement, Pascal, une chaîne de télévision russe a posé donc la question à des Russes, à savoir ce qu'ils pensaient bien de cette amitié entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. C'était dans les rues de Moscou, on écoute. La Corée du Nord n'est pas un pays particulièrement intéressant en termes de liberté et de construction d'une amitié avec elle. Je ne sais pas. Je préférerais me lier d'amitié avec des pays plus développés et certainement plus démocratiques. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose pour les deux pays de développer leur partenariat. Je pense que beaucoup de gens à Moscou et en Russie en général sont d'accord avec moi. Donc bienvenue, tant que tout est fait de manière amicale. Je pense que la visite de Kim Jong-un en Russie est un bon signe de soutien mutuel. C'est dans la bonne direction. Nous accueillons Jean-François Di Meglio. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Asia Center. Monsieur Di Meglio, vous entendez les Russes plutôt favorables à ce rapprochement avec la Corée du Nord si tout se passe bien. Et puis il y a évidemment un géant tapis dans l'ombre, ou pas d'ailleurs, hein. C'est la Chine. Est-ce que cet axe-là, cette alliance Chine, Corée, Russie, elle doit inquiéter ce que la Russie appelle l'Occident? Effectivement, ce à quoi on assiste, puisque le côté factuel de cette rencontre a été bien souligné, c'est-à-dire que quand on met tout ça en perspective, le budget militaire nord-coréen, le budget militaire russe,
c'est effectivement un géant d'un côté et un nain d'une certaine façon de l'autre. C'est l'aspect communication qui est important. Et dans cet aspect communication, les opinions publiques qui sont visées sont d'abord les opinions publiques domestiques, mais aussi les opinions publiques occidentales et aussi l'opinion publique chinoise. L'opinion publique chinoise, effectivement, regarde avec beaucoup d'intérêt la guerre en Ukraine et elle est plutôt du côté russe. La question, c'est est-ce que cette entrevue masque aussi un rôle de la Corée du Nord comme zone de transit entre des transferts potentiels de matériel militaire venant de Chine et allant vers la Russie? C'est une question qu'on se pose ou pour laquelle on a quelques réponses quand même. Oui, il y a probablement une aide plus ou moins occulte de la Chine à la Russie, pas forcément en termes de matériel offensif, mais en termes de composants certainement. Et effectivement, la Corée du Nord peut jouer le rôle de honest broker, comme on dit, c'est-à-dire de faire transiter du matériel qui viendrait de Chine. Alors, les ingénieurs que j'ai consultés me disent en substance que le matériel chinois n'est pas du tout à la hauteur, que évidemment, alors ça substitue du matériel européen dans l'économie de guerre, mais pas seulement, l'économie civile. Est-ce que c'est aussi votre point de vue que finalement ce sont de mauvais composants qui sont envoyés? Alors, on a très peu d'informations sur ce qui serait envoyé. Si on parle de la qualité intrinsèque de ce qui est fabriqué en Chine, on vient de voir qu'effectivement, pour citer un fabricant civil, mais dont les liens avec le militaire sont connus, qui est Huawei, qui fait des téléphones, Huawei vient d'annoncer le lancement de deux smartphones avec des composants de 7 nanomètres. Donc on se rapproche, on est encore loin de la qualité occidentale, mais on se rapproche effectivement de la qualité occidentale. On ne peut pas nier non plus que la Chine, d'un point de vue technologique, y compris du point de vue des technologies militaires, a réussi des choses que même la Russie n'a pas réussi à faire. Regardez l'alunissage manqué de la Russie il y a 15 jours, alors que l'Inde a réussi. Si vous mettez ça en perspective avec l'alunissage réussi par la Chine sur la face cachée de la Lune il y a maintenant 4 ans, on a quand même une technologie qui est tout à fait à la hauteur. Après, la question, c'est le volume de cette technologie. Dans quelle mesure cette technologie peut être déployée dans des volumes qui peuvent être compétitifs. Merci beaucoup, Monsieur Di Meglio. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct dans le 6-9 sur LCI. Est-ce que, si je résume les choses un peu maladroitement, mais un peu volontairement, François, est-ce que la Corée du Nord serait le fauné de la Chine dans cette affaire ? C'est possible et il faut qu'on en ait vraiment les preuves. Parce que si c'est le cas, si effectivement il y a des transferts de technologie et des transferts d'armes, encore une fois, d'armes, c'est exactement ce qui le doute, vous saviez, qu'avait émis la CIA au moment des grandes discussions au printemps dernier. On disait la Chine essaye de faire passer des armes à la Russie. Tout le monde disait ben non, elle est responsable, la Chine, elle le fera pas parce que si elle fait ça, elle tombe sous le coup des sanctions. Oui, mais si elle passe par la Corée du Nord. Et là, s'il y a la découverte d'un jeu un peu trop subtil de la part de la Chine, qui correspondrait à envoyer des armes de façon extrêmement concrète et extrêmement importante. Parce que là, on ne parlerait pas de toutes petites quantités, on parlerait de grosses quantités. Encore une fois, si c'est par exemple des obus, la Russie a besoin de quantités, de centaines de milliers d'obus de 122 et de 152 mm. Si c'est la Russie et la Corée du Nord, d'ailleurs, qui les transfèrent à la Russie via la Corée du Nord, oui, alors à ce moment-là, on change de règle du jeu, et ça veut dire qu'il faudra sanctionner la Chine. Ne soyons pas hypocrites. On sait, François, que par exemple, dans le transport et le transport du gaz, du pétrole, le raffinage, il y a des passagers clandestins aujourd'hui. Non, mais c'est pas la même chose. La Turquie, non, mais c'est stratégique. On va considérer que, y compris si ce n'est pas du matériel militaire, ce sont des ventes. Donc ça finance l'économie de guerre. Ça finance l'économie de guerre. C'est au moins aussi, j'allais dire, coupable aux yeux de la communauté internationale que de vendre des obus de 122. Oui, mais on est dans un monde avec la guerre en Ukraine où il n'y a pas de résolution du Conseil de sécurité. Autrement dit, il n'y a pas de viol possible de la loi internationale. En revanche, si la Chine, non pas contourne les sanctions, puisqu'elle n'a absolument aucune espèce d'obligation de les respecter, mais si les Occidentaux se rendent compte que la Chine devient un acteur de la guerre en Ukraine, alors oui, ça change les règles du jeu, et on est obligé à ce moment-là de prendre des mesures contre la Chine, ce que l'on ne voulait pas faire au départ, parce qu'on se disait on préfère une Chine neutre,
plutôt qu'une Chine active. Encore un mot, parce que dans le contexte, c'est le G20 qui vient de fermer ses portes en Inde, un G20 auquel Xi Jinping n'a pas participé, même pas en visio, c'est Li Qiang, son Premier ministre, qui était sur place. Dans ce contexte-là, Poutine évidemment n'y était pas puisqu'il ne peut pas se déplacer. Faire un dîner en l'honneur de Kim Jong-un, François, alors ça fait marrer Pascal. Est-ce que ça doit nous faire sourire, rire, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qu'on a du mal à comprendre là? Non, je crois pas. Poutine est rentré dans un mode totalement disruptif, mais ça date pas d'hier, mais qui consiste aujourd'hui effectivement à s'affranchir de toutes les règles qui faisaient de lui un partenaire que l'on pouvait non seulement consulter, mais avec qui on pouvait faire du business. Aujourd'hui, il s'allie avec les infréquentables des infréquentables parce qu'il n'a plus rien à perdre, parce qu'il est passé de l'autre côté du rideau. Du côté obscur. Ouais. Du côté obscur. Il peut s'allier à tous les satans du monde. Ouais. C'est ce qu'il fait.